Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au Théâtre de Thionville pour cette table ronde intitulée « Comment faire progresser la démocratie ». Nous sommes dans le cadre du festival Politeia organisé par la ville de Thionville et l'association Démo et Débat. Et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde. Je m'appelle Nicolas Prissette, j'ai fondé il y a quelques années un média en ligne qui s'appelle Fondamental et qui est partenaire de Politeia. On traite l'actualité politique uniquement sur le fond, en nous appuyant souvent sur l'histoire, la philo, les sciences politiques. C'est très synthétique, très accessible. Et on est préoccupé, nous aussi, par l'état de notre démocratie. Alors pour en parler cet après-midi, je suis ravi d'accueillir sur cette chaîne Charlotte Girard. Vous êtes professeure de droit public à Nanterre, au Centre de recherche et d'études sur les droits fondamentaux, cofondatrice du Parti de gauche, et vous avez dirigé le programme de LFI, notamment l'entièreté du programme, et bien sûr tout ce qui concerne le passage à une 6e République qui est défendu par ce programme. À vos côtés, Pascal Perrineau, politologue, docteur d'État en sciences politiques, professeur agrégé à Sciences Po Paris. Et parmi vos derniers ouvrages, Pascal Perrineau, je cite Le goût de la politique, les carnets d'un observateur passionné de la 5e République chez Odile Jacob, et Le grand écart, chronique d'une démocratie fragmentée chez Plomb. Nous a rejoint Gérald Bronner, sociologue, professeur à l'Université Paris Diderot, membre de l'Académie des technologies et de l'Académie nationale de médecine. Vous êtes auteur notamment d'Apocalypse cognitive, et je cite aussi La démocratie crédule aux presses universitaires de France. Vous aurez noté qu'Antoine Bristiel n'est pas avec nous cet après-midi, il est souffrant, on lui souhaite un prompt rétablissement. Messieurs, madame, nous avons 1h30 pour sauver la démocratie. J'espère que vous acceptez cette mission. On va entendre vos analyses et vos propositions, puis on donnera aussi la parole à vous dans la salle. Vous pourrez poser vos questions à nos invités. Un micro circulera. Et tout de suite, je vous propose qu'on commence par poser le diagnostic en regardant l'état de l'opinion à travers quelques chiffres. Alors, c'est des chiffres que j'ai tirés des enquêtes du CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique de Sciences Po, et qui sont très instructifs. On voit dans les enquêtes que les Français sont particulièrement critiques. D'abord, le grand chiffre, 71% de l'opinion qui considère que la démocratie ne fonctionne pas bien en France. C'est un chiffre important, un chiffre qui est en hausse dans les enquêtes du CEVIPOF. Et les électeurs ont le sentiment que leurs idées ne sont pas représentées. Quand on regarde la comparaison avec les pays voisins, on voit que la France, c'est le trait bleu foncé, on est au plus bas, la démocratie fonctionne mieux pour nos voisins, enfin dans des proportions très relatives, 37% des Italiens, 45% des Néerlandais et puis une moitié des Allemands. Je le disais, le système démocratique fonctionne mal en France, les Français le disent, et ils ont l'impression que leurs idées ne sont pas bien représentées, et cette impression malheureusement augmente. On le voit dans la courbe qui est celle du dessus, la courbe en jaune, où on a plus de 3/4 des gens qui ont ce sentiment de peut-être voter pour rien, en tout cas pas pour eux. Un sentiment négatif donc qui s'est illustré notamment après les législatifs de 2024, puisque dans cette enquête post-électorale, on voit que le sentiment qui domine chez les électeurs, c'est la déception pour 31%. On a aussi pas mal de colère, 16%, et les sentiments positifs sont minoritaires. Et pour terminer ce panorama inquiétant, on voit donc de la distance des élus et de la distance qui est mise vis-à-vis du gouvernement, puisqu'on a des majorités de l'opinion qui considèrent que les hommes politiques n'ont pas à décider de leur vie, ou qu'on n'a pas à tenir compte d'un gouvernement qui ne représenterait pas la majorité des citoyens. Et dans ce contexte de critique profonde, on voit progresser des opinions qui seraient favorables éventuellement à des régimes moins démocratiques. Alors, les questions ne sont pas posées exactement comme ça, on va les regarder. L'opinion sur différentes options politiques. Alors certes, la démocratie, on le note, ça reste quand même le meilleur système pour 80% des gens. Mais on voit progresser des aspirations qui ne sont pas démocratiques. Par exemple, un gouvernement d'experts. Il y a une majorité de Français qui seraient pour, plus de 5 points en un an. Et puis, à la question qui est rituellement posée dans ce sondage, avoir à la tête du pays un homme fort qui n'a pas à se préoccuper du Parlement ni des élections, donc un régime autoritaire, ça fait plus 7 points en un an. Et il y a toujours, on le voit, c'est le dernier chiffre en bas à droite, une proportion, et ça augmente, de gens qui pensent que ce serait mieux que l'armée dirige
le pays. Alors, j'ai envie de vous demander comment on va se sortir de là, mais d'abord, est-ce que vous partagez ce diagnostic que la situation est grave? Pascal Perrineau. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation à réfléchir à cette très mince question, comment faire progresser la démocratie en 1h30, surtout quand on regarde le diagnostic que vous venez de nous présenter. Non, on ne peut être que d'accord avec ce diagnostic. Ce baromètre de confiance politique dont vous avez extrait les données qui datent de février 2025, au début de l'année, on le pratique depuis plus de 10 ans. Moi, je l'avais créé il y a plus de 10 ans. Je l'avais appelé de manière optimiste baromètre de la confiance politique. C'est en fait un baromètre de la défiance politique. Ça mesure essentiellement de la défiance et pas simplement sur le terrain politique, parce qu'on a d'autres questions qui mesurent également le degré de confiance au sein de la société, le degré de confiance en l'avenir des individus, l'attitude que les générations ont par rapport aux plus jeunes générations, les générations de la maturité par rapport aux plus jeunes générations, tout cela se dégrade. Et depuis que nous avons introduit, parce qu'on aurait pu se dire, oui, mais c'est comme ça dans toutes les démocraties, etc. Donc on a introduit la comparaison. Et chaque année, on interroge avec les mêmes questions dans des pays européens différents. On a interrogé en Pologne, on a interrogé, là vous l'avez vu, aux Pays-Bas, on a interrogé en Grande-Bretagne, on interroge en Allemagne, on interroge en Italie, et partout, ça va mieux qu'en France. Donc il y a bien, non pas une exception française, mais un cas français. C'est-à-dire que la défiance est particulièrement élevée et ne cesse de se creuser. Elle s'est creusée sous la droite, elle s'est creusée sous la gauche, elle s'est creusée sous le « et de droite » et de gauche. Et d'autre part, on pourrait se dire, bon, mais c'est pas grave parce que les Français croient en une alternative politique. Mais le problème, c'est que c'est encore pire. Quand vous dites, voilà, est-ce que, par exemple, les oppositions seraient capables de faire mieux, vous avez des pourcentages extrêmement faibles. Et sauf les leaders du Rassemblement national, tous les leaders des oppositions font partie même parfois des hommes politiques les plus impopulaires. Il faut savoir que Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui l'homme politique le plus impopulaire en France. Le plus impopulaire, ce qui est nouveau, parce que ça n'était pas le cas avant. Il est devenu l'homme politique le plus impopulaire. Donc, en plus de ça, vous voyez, il y a une forme de désespoir parce que, en effet, les Français ne perçoivent pas d'alternative. Alors, cela nourrit deux choses, cette défiance. Ça nourrit le retrait, pour certains Français, du système. C'est-à-dire certains Français sont en train de quitter peu à peu la vie démocratique, et certainement certains d'entre vous, peut-être aux dernières européennes, l'année prochaine aux municipales, ne le faites pas, mais vous pourriez avoir la tentation de le faire, se réfugieront dans l'abstention ou le vote blanc et nul. Ça, on se retire du système. Et puis, vous avez une deuxième réaction, qu'on mesure très bien, la colère. C'est-à-dire ce qu'un sociologue appelait jadis la politisation négative. C'est-à-dire des gens qui restent dans le système, mais pour en découdre. Qui ne votent pas, par exemple, pour des forces de gouvernement ou des forces qui sont capables de construire patiemment des majorités alternatives ou d'alternance, tout simplement, mais on vote pour des partis, disons-le, protestataires. Et peu à peu, on a vu apparaître, en France comme dans bien d'autres pays, des forces populistes, de gauche comme de droite, qui se nourrissent, j'allais dire, de cette politisation négative, mais ne font pas avancer le système, parce que ce sont des forces qui sont capables de bloquer le système. On l'a vu avec la mise en cause de la responsabilité du gouvernement de Michel Barnier, il y a quelques mois. C'est une motion de défiance déposée par la gauche qui a gagné parce que le Rassemblement national l'a votée. Alors, vous voyez, bon, on se dit, tiens, la droite extrême et la gauche extrême font un bout de chemin ensemble. Ce n'est pas tellement étonnant, mais c'est tout de même significatif de la politisation négative. C'est emblématique de la politisation négative. Ce sont des majorités qui sont capables de dire non, elles sont capables de dire oui, ces majorités, à aucune alternative. Le RN ne gouvernera pas
avec LFI, les socialistes et les Verts. Donc, on est au cœur d'un mécanisme de politisation négative qui est certainement l'aspect le plus préoccupant, parce qu'une démocratie a beaucoup de mal à fonctionner dans un climat de politisation négative. Et en cela, la Ve République aujourd'hui est très différente de ce qu'elle a été jusqu'à une date relativement récente, où les Français pouvaient avoir l'impression qu'au bout de leur bulletin de vote ou de la motion de censure, il y avait une capacité à inventer autre chose, à inventer un gouvernement de coalition, etc. Là, ça n'est plus du tout le cas, et cela donc ouvre une fenêtre, et je termine par là, pour la tentation illibérale, diraient certains, pour la tentation autoritaire. Parce que vous savez que la tentation autoritaire, c'est plus de 40%. Et ce qui est très intéressant quand vous regardez les ventilations derrière, on pourrait se dire, tiens, les gens tentés par le fracas de l'autoritarisme politique, ce sont des vieux grognons. Des vieux grognons qui sont nostalgiques des régimes autoritaires qui éventuellement eux-mêmes ou leurs parents auraient pu connaître. Mais ce n'est pas du tout ça. Plus vous êtes âgé, moins vous êtes attaché à l'homme fort. Plus vous êtes jeune, plus vous êtes attaché à l'homme fort. C'est-à-dire ce sont les jeunes générations qui aujourd'hui sont en train, alors il faudra voir comment ça va se passer dans la décennie qui vient, sont en train d'être séduits par, allez, disons au mieux la démocratie libérale, au pire les régimes autoritaires. Charlotte Girard, Pascal Perrineau évoquait le fonctionnement de la démocratie. Vous faites l'analyse que le système engendre aujourd'hui ce qu'on connaît et que donc il faut modifier, transformer ces structures. Mais quel est votre diagnostic sur les dysfonctionnements ? Oui, alors, bon, moi je suis aussi très intéressée par ces diagnostics, plutôt ces pourcentages, qui en effet démontrent une chose, c'est qu'il y a un manque d'adhésion, c'est-à-dire un défaut d'adhésion, c'est-à-dire qu'on n'y croit plus. Quelque chose qui fait d'ailleurs partie de la définition d'une crise, notamment par Lénine, qui disait une crise, c'est quand en haut on ne veut plus, et qu'en bas, quand en haut on ne peut plus, pardon, et qu'en bas on ne veut plus. Et on a vraiment l'impression qu'il y a ce départ entre voilà, une sphère politique qui avait une habitude comme ça de mener le pays et un peuple ou des gens, en tout cas plus ou moins organisés, qui eux refusent, c'est-à-dire ne veulent plus. Et cette situation-là est particulièrement délétère parce que précisément il y a un défaut de lien, et notamment de lien de représentation entre les représentés et les représentants. Et or, la démocratie est fondée sur ce lien de représentation, surtout dans les gouvernements représentatifs. Et donc, on pourrait se poser la question de savoir s'il n'y a pas quelque chose comme une perspective plus optimiste du côté, justement, de l'intervention accrue, en tout cas susciter une intervention accrue des gens qui n'ont pas de mandat, voilà, mais qui ont besoin de s'intéresser à la chose publique. Sans quoi, eh bien, là, il y a quelque chose du néant, enfin de l'inconnu, c'est-à-dire on ne sait pas vers où on va s'il n'y a plus de connexion entre des gens qui ont, on va dire, des manettes, mais des manettes un peu factices, en tout cas pas très légitimes, parce que pas reconnues par les électeurs qui, de toute façon, vous l'avez très bien dit, ne votent plus ou peu, ou ne votent que dans des situations, vous savez, là, comme en 2024, on a eu les meilleures participations aux législatives depuis longtemps, parce qu'il y avait entre guillemets, je ne veux pas être grossière, mais un coup à jouer. Il y avait quelque chose d'une opportunité politique à jouer. Donc ça, à mon avis, c'est plutôt, pour voir le verre à moitié plein, l'intérêt des gens, il est là, mais il est dormant, tant qu'on ne livre aucun levier pour qu'ils puissent intervenir. Et donc moi, je suis plus optimiste, finalement, car je pense que le diagnostic est fait effectivement d'une rupture entre les représentants et les représentés, donc ça c'est le verre à moitié vide, mais que l'intérêt pour la chose publique, il est toujours vivant. Et que je pense que nous, tous autant que nous sommes, attendons pour le moment, pas toujours très sagement, mais nous attendons de trouver une opportunité
d'expression, d'intervention, d'implication, qui pourra, à mon avis, prendre plusieurs formes, devrait prendre plusieurs formes, mais peut-être que ce sera l'objet d'une discussion dans la table ronde sur les outils, les pistes qu'on peut dégager. On va y venir effectivement, mais je vais juste vous demander de préciser votre propos. On a vu à certaines élections les plus récentes, et notamment au niveau local, une multiplication des candidatures et des listes. Donc ça veut dire que l'offre politique, finalement, peut être aussi particulièrement diversifiée, mais avec des choses qui y compris, vont défendre de manière très pointue telle ou telle catégorie de la population, ou telle idée. Et pourquoi ça ne rencontrerait pas davantage d'adhésion ? Mais moi, je pense que ça peut rencontrer des adhésions. C'est pour ça qu'on a vu des candidatures, notamment, vous savez, à l'occasion des municipales, il y avait des listes, notamment à Sarang, d'ailleurs, qui avait été beaucoup mise en lumière pour son originalité, mais des listes citoyennes, donc qui n'avaient pas d'étiquette particulière, mais dont le credo était la participation, l'implication. Le maire qui, de droit, devait à un moment donné être incarné dans une personne, refusait qu'il soit le seul à avoir voix répartitrice, mais disait « je ne suis pas là pour trancher, je suis là pour recueillir les avis et pour permettre que le débat, que la délibération ait lieu avec le maximum de personnes. » Et pas de manière seulement représentative, mais aussi de manière participative, c'est-à-dire en organisant des modes de démocratie directe. On va développer ces aspects de solutions de pistes dans quelques instants. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des partis politiques ou des organisations citoyennes qui pensent à ces solutions, qui expérimentent des solutions alternatives du point de vue procédural déjà. Gérald Bronner, du point de vue du sociologue, comment on appréhende ces mutations de l'électorat dans sa demande politique ? Il y a, semble-t-il, davantage de relations, je dirais, consuméristes ou individualistes vis-à-vis du politique, où on va demander à ce que celui ou celle pour qui je vote me reconnaisse sans jamais me mépriser et puis réponde à mes aspirations, mes attentes. Et si je ne suis pas satisfait, par exemple, si mon candidat ou ma candidate a perdu, ou si celui qui a gagné ou celle qui a gagné ne mène pas la politique, et bien à ce moment-là, je suis en colère, je me détache. C'est une évolution. Comment vous l'appréhendez, et est-ce que ça porte en soi des germes de crise, puisque ça contribue à détacher l'électeur de l'élu ? Alors, quand on est... Bonjour à toutes et tous, merci de votre invitation. Quand on est confronté à des données de cette nature, il faut bien voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont agrégées. C'est très difficile de les interpréter, il faut éviter les explications fondées seulement sur un paramètre ou une variable. En réalité, c'est comme des agrégats d'un sentiment collectif. Mais si on essaye quand même d'y voir un peu plus clair, et c'est vrai que la situation française, Pascal le disait, peut-être un peu spécifique, mais pas tant que ça non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcer la spécificité, puisque ce trouble, on va dire, ce trouble démocratique, il parcourt nombre de pays dans le monde. Il y a plein d'enquêtes de comparaison internationales, y compris sur les valeurs internationales. On retrouve, on y reviendra peut-être, parce que finalement c'est connexe à notre sujet, mais par exemple ce qu'on appelle le gender gap ideology, c'est-à-dire la différence entre les garçons et les filles dans leur représentation du monde, dans leurs préférences politiques, et notamment chez les 18-24 ans. Il y a peut-être un appel, par exemple, à l'autorité chez les jeunes, mais c'est probablement plus chez les garçons que chez les filles. Et ça, on retrouve ça dans de très nombreux pays, donc c'est très troublant. Mais je pense que pour brosser, disons, un tableau général qui permettrait peut-être de donner du sens à ce qui se passe, parce que peut-être qu'on interprète mal, en fait, ces résultats, il me semble que c'est au moins la convergence d'un sentiment très partagé, en particulier dans les pays démocratiques, mais pas que, un sentiment de dépossession. C'est-à-dire ce qu'on retrouve très ordinairement dans plein d'enquêtes statistiques, quand on essaye de leur donner du sens, c'est que beaucoup de nos concitoyens ont l'impression que leur destin personnel et leur destin national leur échappent. Ce n'est pas totalement infondé. La mondialisation économique et en partie politique avec l'Europe pousse toujours plus loin l'endroit où se prend la décision. L'intelligibilité de cette décision, on ne comprend plus très bien, il faut reconnaître que c'est complexe, ce qui se passe. Donc en quelque sorte, on abandonne un peu le terrain, mais
à condition de faire confiance. C'est pas très grave si on fait confiance. Quand la confiance se grippe, c'est un problème. Mais songez simplement même à notre environnement technologique, pour être très terre à terre. Il y a encore quelques décennies, nous étions capables d'intervenir dans notre environnement. Changer une ampoule, réparer éventuellement le moteur de notre voiture. Bon, pas moi, mais mon père, il savait faire ce genre de choses il n'y a encore pas longtemps. Aujourd'hui, nous sommes entourés de prothèses technologiques sur lesquelles nous ne pouvons pas du tout intervenir. Si vous avez un problème avec votre téléphone, vous en changez, quoi, grosso modo. Donc en fait, les incertitudes fondamentales qui pèsent sur l'espèce humaine, elles ont beaucoup reculé, elles sont beaucoup maîtrisées, mais individuellement, nous avons l'impression de maîtriser de moins en moins de choses. C'est une sorte de paradoxe de la société contemporaine. Et si je crois que c'est une variable qui explique en partie ce qu'on a vu, c'est parce que je me rappelle des travaux de Helen Langer, qui est une psychologue, qui a mis en avant l'existence qu'on appelle le biais de maîtrise. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons confiance beaucoup plus dans des phénomènes que nous maîtrisons. C'est aussi bête que, par exemple, à la loterie. C'est une des expérimentations qu'elle avait faites. Vous pouvez cocher vous-même les numéros que vous voudriez voir sur votre ticket de loterie, et on vous en donne d'autres que vous n'avez pas cochés. D'accord ? Un, vous êtes intervenu vous-même, et l'autre, vous n'êtes pas intervenu. Et après, on vous propose de les vendre sur le marché. Eh bien, les individus sont prêts à les vendre, mais avec un prix de 2 ou 3 fois plus cher quand c'est eux qui ont casé les cases, n'est-ce pas ? C'est ça qu'on appelle le biais de maîtrise. Et lorsqu'on est confronté à l'impression, parce que c'est du ressenti, une impression aussi de perte de maîtrise, il est assez naturel qu'on envisage, et c'est peut-être là-dessus qu'on ne travaille pas assez, nous autres, et les politiciens, et les sociologues, et les politiques, c'est-à-dire sur les stratégies mentales et collectives de réappropriation de l'espace public. Et une de ces stratégies narratives, ce n'est pas la seule, c'est par exemple le recours à un pouvoir autoritaire. On se dit, ah bah, avec un tel ou une telle, là, ça rigolerait pas, etc., etc. Mais en même temps, quelle que soit la personne qui se présente, parce que c'est un imaginaire autophage, c'est-à-dire qui s'autodigère, quelle que soit la personne qui se présente, elle va bientôt être évidée de son autorité. La meilleure stratégie pour que ça ne vous arrive pas, moi je n'ai pas d'ambition politique, alors je peux vous le dire, c'est celle par exemple de Donald Trump. Il a eu ce coup, je ne vais pas dire de génie, ce serait un peu excessif le concernant, mais il a eu cette astuce, en 2016 quand il a été élu, de faire croire qu'il n'était pas au pouvoir en fait. Que toutes ses actions étaient empêchées par un fameux deep state, un état profond, c'est une théorie conspirationniste comme une autre, et qu'il était sans cesse empêché d'agir. Donc quand vous avez le pouvoir, il faut mettre en scène votre impuissance pour être du côté du peuple. Parce que la toile de fond narrative aussi de cela, c'est qu'il y a une trahison du peuple par les élites. Ce qu'on appelle le populisme. Le fait de faire une offre politique qui va permettre de faire valoir la volonté du peuple, un peuple qui est en fait fantasmé. En réalité, il est hypostasié, c'est avec un grand, il faut le mettre entre guillemets. Mais ça, c'est pas du tout quelque chose qui est récent. Si vous lisez les grands orateurs de la République, il y a un très beau Pléiade là-dessus, vous pouvez lire, la question de la trahison du peuple, elle est à l'origine même de la Révolution française. D'ailleurs, d'où la terreur. Hein. Donc en fait, il y a quelque chose de métastatique qui se répand dans tout cela. Et parmi les tâtonnements qu'il peut y avoir, comment se réapproprier, il a été évoqué par Charlotte. Pourquoi pas la démocratie participative, délibérative, on en parlera peut-être. Ça fait partie des moyens. Pourquoi pas des gouvernements d'experts, puisqu'apparemment le sondage évoquait cette question. Alors ça nous ramène à Saint-Simon, ça nous ramène au 19e siècle, mais pourquoi pas ? Enfin, tout est ouvert. Mais c'est vrai, je m'arrête là, il y a un sentiment d'anédonie politique, c'est-à-dire d'une absence de désir. Et c'est ça qui est frappant. Quelle que soit la femme ou l'homme politique que vous mettez sur le devant du sondage pour dire est-ce que vous auriez envie de lui, vous avez quasiment jamais au-dessus de 50%. C'est-à-dire qu'il y a une absence de désir. Et on se demande, dans les règles du jeu actuel de la distribution du pouvoir, quel type de personnalité, quel type de personne pourrait passer entre les fourches caudines d'une déception anticipée qui caractérise la démocratie. Nous sommes déçus par avance. Et ça, c'est assez étonnant. Charles Girard, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais rebondir sur l'idée de Gérald Bronner à propos de la trahison, qui serait presque endémique. Enfin, il y a quelque chose de... Mais néanmoins, ça repose sur des faits.
aussi réelles. Enfin, on a eu des déceptions réelles et qui précisément s'appuyaient sur des événements organisés par la démocratie, c'est-à-dire organisés par le système institutionnel, etc. C'est-à-dire, je prends en particulier l'exemple du référendum de 2005 sur le traité instituant une constitution européenne auquel le peuple français a répondu non. Et pourtant, les conséquences à tirer de ce refus n'ont pas été tirées. Et pour aller tout à fait dans votre sens, nous avons mené avec Florian Cafiro et Laurent Cordonnier une étude de comparaison internationale sur les pays en fonction de grandes données économiques, perception des injustices, perception de la corruption, sur les théories du complot. Parce que les théories du complot, vous en connaissez tous, vous voyez à peu près ce que c'est, ce sont aussi des façons de se réapproprier ou d'avoir le sentiment qu'on se réapproprie l'espace public avec des explications claires, etc. Ben, les pays qui scoraient le plus haut dans les théories du complot, c'est pas, contrairement à ce que nous on imaginait, les démocraties. En fait, c'est les pays où objectivement il y a plus de corruption, etc. Donc les citoyens ne sont pas incapables de percevoir un certain nombre de données objectives. Ils ne sont pas non plus incapables aussi d'adopter des modèles mentaux qui sont inadéquats à la réalité. C'est-à-dire que c'est un mix entre les deux. C'est ça qui rend les analyses aussi complexes. Oui, mais ça, je pense que ce genre de phénomène-là joue de déceptions successives, joue comme une accumulation de déceptions et qui finit par aboutir par une logique de défiance, c'est-à-dire une attitude défiante par principe presque. Mais moi, j'insiste sur le fait que cette défiance-là, elle est assez facilement déjouée dès lors que une offre politique construite ou voire co-construite, ce qui est plutôt maligne, devient possible. Et les gens sont disponibles pour ça. C'est-à-dire que moi, je suis beaucoup moins finalement, alors que je suis assez critique, mais finalement moins pessimiste qu'une bonne partie des commentateurs qui se disent que de toute façon, les gens sont très en colère, qu'ils aient raison ou pas, peu importe, mais voilà, ce serait qu'un fait d'humeur, voire de caractère. Et je ne crois pas. Je crois qu'on est aussi tous responsables finalement des possibilités qu'on se donne. Pascal Perrineau. Oui, je partage toute une partie de ce diagnostic. Si vous voulez, cette crise, elle existe aussi parce que, bon, on en a parlé, donc ça, je ne vais pas y revenir. Le politique est de plus en plus perçu, on le voit dans les enquêtes, comme étant un monde de l'impuissance. On nous demande de nous prononcer dans le cadre national, à peine dans le cadre européen, encore moins dans le cadre mondial, bien sûr. Or, il y a une gouvernance européenne, il y a une gouvernance mondiale, etc. Et donc, confusément, les citoyens ont l'impression que ça se passe ailleurs que dans l'isolat national et que donc le pouvoir est impuissant. En plus, l'alternance de 81 a beaucoup renforcé ça. Parce que la gauche arrive au pouvoir en 81 en disant qu'elle allait venir à bout, en particulier de la plaie du chômage quasi structurel qui peu à peu s'était installé. Ça sera un échec. Ça sera un échec. Et donc les Français ont l'impression, à partir d'un certain moment, on le voyait dans les entretiens non directifs faits dans les années 80, qu'ils ont tout essayé. Ils ont essayé la gauche, ils ont essayé la droite, et au fond, par rapport à leurs préoccupations, rien n'a changé. C'est la même chose aujourd'hui sur un enjeu qui paraît très important pour les Français, la hausse du pouvoir d'achat. Là, ils ont l'impression... du pouvoir d'achat, la hausse du coût de la vie. Là, ils ont l'impression, en effet, qu'on soit de gauche, de droite, etc., qu'il y a beaucoup de bavardage, mais que concrètement, il n'y a pas d'efficacité. Donc, un politique, vous voyez, ça ne mobilise pas un politique impuissant. Mais il y a une deuxième chose, c'est les clivages politiques tels qu'ils traversent la société française. On a vécu, pendant 2 siècles presque, sur le clivage gauche-droite et sur l'opposition de 2 camps, très divisés les uns et les autres, mais de 2 camps qui se sont d'abord au XIXe affrontés sur le principe de légitimité du régime, royauté ou république, qui ensuite se sont affrontés au début du XXe siècle sur la place à laisser à l'Église catholique dans la société, tout le conflit scolaire, etc. Et puis ensuite, à partir des années 30 et surtout de l'après-guerre, sur la place de l'État, de la puissance publique dans l'économie. Il faut bien reconnaître que depuis la fin du XXe siècle, c'est, je ne dirais pas terminé, mais c'est assez largement terminé.
Le gouvernement qui a le plus privatisé est le gouvernement Jospin, qui était un gouvernement d'union de la gauche. Donc, voilà, les Français, vous voyez, en tirent les conséquences. Ils se disent, au fond, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui sépare profondément la gauche de la droite? On le voit dans toutes les enquêtes, en particulier dans celles que vous avez citées. Pour une immense majorité de Français, qu'ils soient eux-mêmes de gauche ou de droite, ou qu'ils se disent ni de gauche ni de droite, le conflit gauche-droite n'a plus de sens aujourd'hui. Ça, selon les années, c'est aux alentours de 2/3. C'est tout de même énorme. Or, les partis politiques, du moins l'essentiel, continuent à proposer ce clivage. Et si vous voulez, pour reprendre la métaphore d'un consommateur sur le marché, le consommateur, certes, il exprime une demande, mais il répond à un système d'offres. L'électeur, c'est la même chose. Et là, il a l'impression parfois qu'on lui donne un système d'offres qui ne correspond pas à grand-chose. Et il y a un nouveau clivage. On le voit dans toutes nos démocraties, qui est le clivage que certains appellent le clivage entre la société ouverte et la société du recentrage national, qui a fait exploser complètement la gauche et la droite. 2005, dont on vient de parler à l'instant, le non au référendum sur le traité constitutionnel européen, ce n'est pas un non de gauche ou un non de droite. C'est un non et de gauche et de droite, et plutôt de gauche extrême et de droite extrême, contre un oui qui est un oui de gauche modérée et de droite modérée, et du centre. Et ça se fait sur l'enjeu de l'ouverture, c'est-à-dire de ce que les Français pensent de l'ouverture sous 3 visages. L'ouverture économique, la globalisation, est-ce qu'on considère que ça nous apporte plus d'avantages que d'inconvénients? L'ouverture en termes politiques, est-ce que l'Union européenne, la gouvernance mondiale, ça nous apporte la gouvernance mondiale, c'est-à-dire l'OMC, la Banque mondiale, etc., G7, G20, etc. Est-ce que ça nous apporte plus d'avantages que d'inconvénients? Et puis, ce qui est très important dans la société, dans nos sociétés, l'ouverture de nos frontières, c'est-à-dire la fameuse question de l'immigration, qui est la deuxième question derrière le pouvoir d'achat en France. Parce que pour beaucoup de gens, l'ouverture, c'est quoi? C'est l'immigré. Et en particulier l'immigré clandestin, l'homme ou la femme qui passe les frontières, qui les ignore. Et très souvent, concrètement, la figure de l'ouverture, que l'on soutient ou que l'on déteste, que l'on abhorre, c'est la figure de l'immigré. Et il faut bien comprendre l'importance de cet enjeu aussi au travers de cela, et pas sans arrêt au travers de la sempiternelle question du racisme, de la xénophobie, etc. C'est aussi une incarnation. L'immigré, c'est une incarnation du monde ouvert. Et face à cela, vous avez des forces politiques de droite comme de gauche qui prônent le repli sur l'entité nationale, le protectionnisme politique, le protectionnisme économique et le protectionnisme culturel pour la droite extrême. Pas pour la gauche extrême, mais pour la droite extrême. Ce qui explique, si vous voulez, que l'on retrouve de temps en temps la gauche extrême avec la droite extrême. Ce n'est pas étonnant, parce que ce sont des forces qui partagent des choses en commun, qui en partagent suffisamment pour avoir dit non au traité constitutionnel européen, qui, il y a 2 jours, en partagent suffisamment pour s'être opposés au texte qui a été déposé à l'Assemblée sur le soutien à l'Ukraine. Qui l'a rejeté? LFI et le PC. Qui s'est abstenu? Le RN. Voilà. Donc on voit bien, si vous voulez, que tout ça a de la cohérence. Et les Français se disent, mais ce n'est pas du tout ce dont on nous parle, sauf en 2005, pour le traité constitutionnel européen, et avant pour le traité sur Maastricht. Et d'autre part, c'est très compliqué cette affaire, parce que ce camp du recentrage national, qui partage certaines positions économiques et sociales, il est incapable de se mettre d'accord, parce qu'en effet, l'un démonologise sans arrêt l'autre. Donc en effet, Mme Marine Le Pen, elle a du mal à représenter les électeurs de gauche extrême qui réclament un protectionnisme social et économique. Mais regardez sur le dossier des retraites, ils partagent beaucoup de points en commun. Ils n'ont pas les mêmes positions, mais ils partagent beaucoup de points en commun. Donc tout cela, tout de même, a du sens. Et on continue à leur offrir le conflit gauche-droite.
Et donc il y a aussi une inadaptation de l'offre et de la demande qui explique, je crois, ou contribue à éclairer, ce n'est pas le seul facteur, mais contribue à éclairer la crise politique actuelle. Alors, une fois qu'on a posé les objectifs, on pourra avoir des débats sur chacun des sujets que vous venez d'évoquer. Une fois qu'on a posé les constats, comment faire progresser la démocratie et dans quel but, dans quels objectifs? Est-ce qu'il s'agirait d'avoir davantage de participation aux élections? Ça peut être un objectif. Est-ce qu'il s'agirait d'avoir des électeurs qui soient davantage satisfaits des résultats ou qui s'estiment davantage considérés par celles et ceux qu'ils ont élus? Est-ce qu'il s'agirait d'avoir des politiques menées qui soient de meilleure qualité ou des candidats moins dangereux pour la démocratie libérale? C'est quoi une meilleure démocratie pour vous, Gérald Bronner? L'objectif? Je pense que vous l'avez dit, Nicolas, déjà, en effet, une plus grande participation, une plus grande implication. Après, on peut faire de la politique de bien des façons. Il y a l'activité syndicale, il y a l'activité associative qui, dans le fond, et ça fait partie des questions de s'occuper des affaires de la cité. Mais un autre aspect, c'est pas seulement quantitatif, c'est qualitatif. C'est-à-dire qu'on aimerait, enfin je ne sais pas si je nous implique tous, moi j'aimerais, à titre personnel, que peut-être les débats soient beaucoup moins polarisés. Ce qui nous menace en ce moment, c'est la polarisation. On voit ce que ça donne aux États-Unis, même si il n'y a pas de raison de croire qu'ils soient avant-gardistes dans ce domaine et qu'ils annoncent quelque chose qui surviendrait sur le territoire français. Je pense qu'on a vraiment beaucoup de spécificités, mais tout de même, songez qu'aux États-Unis, par exemple, les médias démocrates, plutôt de gauche, on va dire, pour parler vite, ne citent plus jamais les médias républicains et réciproquement. C'est-à-dire que chacun vit dans un monde séparé. On est dans la même société, mais plus dans le même monde. Donc, même s'il y avait 100% de votants dans ce genre de cas de figure, je ne considérerais pas qu'on est dans une démocratie de qualité. Une démocratie de qualité, c'est d'abord l'équilibre des pouvoirs, premièrement. Séparation des pouvoirs. Ça, la démocratie libérale. Avant toute chose, séparation des pouvoirs, équilibre des pouvoirs. Et on voit qu'il y a des pays aujourd'hui qui sont officiellement en démocratie, mais qui perturbent très fondamentalement l'équilibre des pouvoirs, qui soit d'ordre juridique ou même médiatique, si on inclut le pouvoir médiatique. Et on ne peut pas dire que la Russie soit une démocratie de ce point de vue, évidemment. Bon, même s'il y a un vague vote factice. Puis, le maintien d'un espace commun de débat. Une démocratie est fondée sur la dispute, d'une certaine façon, sur le désaccord. Et l'espoir qu'on met quand on est démocrate, c'est de se dire que de ce désaccord va naître quelque chose qui est mieux que la somme des points de vue individuels qu'on aurait pu émettre. Mais pour être en désaccord productif, encore faut-il être d'accord sur les données, sur le réel, sur la vérité des faits. L'interprétation, c'est autre chose. L'interprétation, c'est la politique. Mais nous ne sommes même plus d'accord sur la vérité, sur ce qu'on appelle la vérité, et bientôt, sont les catégories de la réalité qui sont attaquées. C'est-à-dire les catégories, par exemple, avec lesquelles on pense le réel. Et, par exemple, les données de l'INSEE, si on parle de migration, d'économie, d'inflation, si tout à coup vous avez la moitié de la population qui dit non, pour moi, ce n'est pas ça l'inflation, et l'autre dit autre chose, il n'y a plus de politiques publiques qui sont possibles. Donc, en fait, la fracture de cet espace commun, c'est ce qui pourrait nous arriver de pire, et malheureusement, c'est ce qui est en train de se produire. Mais pas seulement dans l'espace public en général. Je dis que les politiques ont une lourde responsabilité. Arrêtons, Dieu sait que je ne suis pas pour en faire des boucs émissaires, loin de là, mais n'accusons pas seulement nos concitoyens, puisque je crois qu'un rapport de Yann Algan, qui est ici, non, parmi nous, lors de cette rencontre, je ne sais plus où, bon, bref. Un rapport en tout cas de Yann Algan qui est librement disponible sur la polarisation à l'intérieur de l'Assemblée nationale, montre une radicalisation, y compris en termes d'analyse des termes qui sont utilisés. Donc en fait, on est en train moi je trouve, de jouer avec le feu. Et je serais, de ce point de vue, moins optimiste que Charlotte. J'aimerais, pourtant c'est ma nature d'être optimiste, mais je vois que notre marché de l'information est très largement perturbé. L'information, c'est l'oxygène de la société, et d'une démocratie en particulier, puisque ce sont des systèmes qui sont sensibles à l'opinion publique. L'opinion publique, elle peut avoir accès au réel en partie, puis aussi à des narrations qui nous tous, on sait un certain nombre de choses, mais pour la plupart des choses, on les croit. Donc on est dans le domaine de la crédulité. Je crois, par exemple, à un certain nombre de choses sur la base du consensus scientifique, mais je n'ai pas les compétences pour aller vérifier exactement ces données. Donc il faut que j'ai confiance. Plus on sait de choses en général dans une société,
moins ce que je sais moi par rapport à l'ensemble est important. Donc paradoxalement, ce sont des sociétés qui doivent être fondamentalement fondées sur la confiance. Alors voilà ce que j'appellerais une amélioration finalement de la démocratie. Peut-être retrouver les valeurs qui ont fondé cette démocratie. Ce serait déjà pas mal, ouais. Charlotte Girard, vous partagez ce point de vue? Oui, oui. Alors, merci pour cette entrée en matière, parce que vraiment, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais je trouve très intéressant qu'on puisse quand même discuter et donc trouver un lieu commun pour en parler. Je suis assez d'accord avec l'idée qu'il y a un enjeu d'inclusion, en fait, aussi, dans cette histoire de démocratie ou d'espace commun, dans lequel on peut ne pas être d'accord. Et c'est ça quand même la difficulté de plus en plus aussi, c'est qu'on ne sait pas ne pas être d'accord. Et or, je crois qu'il faut pouvoir préserver ses positionnements et que chacun soit conscient, soit responsable aussi de son positionnement personnel. Bon, ça c'est un peu abstrait, mais je crois qu'il y a un enjeu comme ça d'inclusion, mais aussi, dès lors, d'information. D'où l'enjeu médiatique qui est monumental dans un cadre démocratique. Et on sait à quel point il y a une fragilité quand même aussi de ce côté-là dans notre démocratie actuelle. Et puis, il y a l'enjeu, plus récemment, on en a beaucoup parlé, et ça a été très caractéristique dans l'irruption comme ça du trumpisme aussi politique, c'est la question de la science et du statut de la science dans une démocratie. Et j'en parle aussi en connaissance de cause, parce que vous et moi, on enseigne à l'université ou à Sciences Po. Bon. Et donc, la question du statut d'une parole scientifique, aujourd'hui, est très compliquée à tenir. Or, on sait bien qu'il y a quelque chose d'un socle minimal et d'un consensus sans lequel on ne peut pas, justement, débattre. C'est-à-dire que, bon, si on est platiste, si on croit que la Terre est plate, ça devient compliqué. Voilà. Et donc, je pensais qu'il y avait dans cette idée de démocratie-là, telle que vous l'avez exposée, un enjeu lié à la science. Et moi, je déplore tout de même que l'université soit aussi maltraitée, que depuis de nombreuses années, enfin là, il y a eu des manifestations d'enseignants-chercheurs tout récemment à Paris et ailleurs, parce qu'il y a une inquiétude du côté de la prise en charge de l'activité scientifique, du service rendu au public en matière de sciences, et qui me semble être un handicap futur pour le futur de notre démocratie. Mais si je dois prendre votre question du point de vue de là où je parle, c'est-à-dire moi j'enseigne le droit constitutionnel, donc ce qui m'intéresse c'est aussi les procédures par lesquelles on exerce le pouvoir, il me semble que parmi les objectifs, et de manière à pouvoir réaliser ce dont vous parliez, à savoir la réappropriation du pouvoir, non pas du côté des représentants, mais du côté des représentés précisément, il me semble qu'il y a un enjeu aussi à rediscuter. Vous parliez de valeurs, moi je pense qu'il y a matière, ou en tout cas intérêt, à rediscuter du contrat, le contrat social, ça s'appelle aussi la Constitution, parce qu'il y a dans la Constitution justement les accords auxquels ensuite nous consentons autour de la séparation des pouvoirs, la répartition de ces pouvoirs, les périmètres par lesquels nous décidons, nous acceptons, nous consentons, où nous faisons des recours, où nous utilisons les juges. Enfin bref, il y a toute une série d'éléments qui sont en fait la règle du jeu du pouvoir. Et il me semble qu'en démocratie, l'enjeu est que ce pouvoir puisse être dit appartenir à tous, au bout du compte. Or, on l'a vu, on a un problème à pouvoir dire ça aujourd'hui. Donc, il me semble que c'est un processus constituant qu'il conviendrait de déclencher. Pascal Perrineau, une meilleure démocratie, ça serait de meilleures règles du jeu pour vous aussi? Oui, certainement. Il y a un effort à faire sur les règles du jeu, du vivre ensemble, démocratiquement. Et bien sûr, la Constitution, la réforme de la Constitution,
font partie de cet ensemble éventuellement. Mais on voit bien que dans ce que disait tout à l'heure Gérald sur la question qui en était moins une il y a encore quelques décennies, c'est-à-dire le maintien d'un espace commun, se pose la question de la culture démocratique. J'ai l'impression que la culture démocratique des principaux acteurs s'est dégradée. Et que dans une démocratie, si vous voulez, il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a pas d'ennemi. L'ennemi, c'est une conception qui est une conception tout à fait étrangère à celle de la démocratie. Il y a des adversaires. Les adversaires, on discute avec eux, on les écoute, on argumente. L'ennemi, il est à abattre. Et donc, cette culture de l'ennemi, elle s'est beaucoup développée, hélas, dans le personnel qui tente de faire vivre la démocratie, en particulier la démocratie parlementaire. Regardez et écoutez l'Assemblée nationale et le spectacle de l'Assemblée nationale. C'est tout à fait particulier. Et là, on a l'impression, en effet, que pour beaucoup d'acteurs, et pas simplement dans une famille politique, dans plusieurs familles politiques, pour beaucoup d'acteurs, ça fonctionne beaucoup plus à la culture de l'ennemi qu'à la culture de l'adversaire. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est en effet ce que Charlotte Girard laissait présager tout à l'heure, c'est-à-dire la nécessité de ce qu'un constitutionnaliste, Dominique Rousseau, appelle la démocratie continue. C'est-à-dire qu'entre les échéances électorales, qui restent, c'est vrai, en France, on le voyait, même à partir des données d'enquête, de grands moments, c'est vrai que la présidentielle reste un grand moment, que ce que l'on va connaître l'année prochaine avec les municipales, ça reste un grand moment pour les Français, et ça se traduit d'ailleurs dans des taux de participation qui, au fond, ne sont pas négligeables. Il y a certainement la volonté, pour ceux qui ont envie de dire leurs mots, pour ceux qui ont envie de dire leurs mots, la volonté d'imaginer des exutoires à ce désir de participation démocratique. C'est ce qu'on appelait jadis la démocratie participative, même encore avant peut-être la démocratie consultative, etc. Ça a connu divers changements, mais cette démocratie participative, je dis ça en particulier pour certains collègues qui en sciences politiques ont de grands espoirs par rapport à cette démocratie participative, elle ne peut pas être, j'allais dire, une alternative à la démocratie représentative. Pourquoi ? Parce que ça restera, ça restera une démocratie de minorité. Vous savez, il y a de nombreuses thèses en sciences politiques qui ont été faites, c'est très intéressant, de temps en temps, même dans nos sciences incertaines et molles, on arrive à des conclusions solides. De nombreuses thèses ont été faites sur des expériences de démocratie participative au plan local. Il y a eu, sur le terrain, des aménagements urbains, etc., beaucoup de thèses sur les démocraties participatives, où avant de faire un pont, tel maire demandait à consulter sa population. Et vous apercevez que c'est une règle, c'est 1% du corps électoral, du corps électoral qui en général participe à une expérience de démocratie participative. Donc, 99% des intéressés ne sont pas inclus. Et moi, je l'ai vu, puisque j'étais un des 5 garants du grand débat national. Le grand débat national, ce qui a été une réussite, c'est 2 millions de Français. Vous voyez que par rapport aux 47 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales, il fallait les écouter. Moi, j'ai passé 3 mois à les écouter en détail, mais c'est une démocratie de minorité, qui en tout cas ne peut pas, elle peut éclairer, conseiller la démocratie représentative, elle ne peut pas s'y substituer. Et le président, avec tous ses défauts, est allé dans le bon sens. Les quelques expériences faites sur l'enjeu de l'environnement, sur l'enjeu de la fin de vie, sont des expériences où, vous savez, on a organisé des échantillons de Français tirés au hasard, qu'on a informés. Voilà. Bon, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Ce sont des expériences de démocratie participative qu'il faut peut-être améliorer. Et puis, il y a le troisième élément.
pour répondre à la crise de la démocratie, c'est réhabiliter le référendum. Alors on en parle beaucoup. Mais vous savez que dans la Constitution, la souveraineté du peuple, elle s'exprime par les élections et par le référendum. Et cette espèce de tétanie qui saisit ou qui a saisi le personnel politique depuis 2005, et depuis cette issue tout de même très malheureuse du post-2005, du post-non. Ah, ils ont dit non. Donc, ce n'est pas la première fois qu'ils disaient non. Les Français, ils avaient déjà dit non au référendum du général de Gaulle en 1969. Et pose un vrai problème. Je crois véritablement qu'il y a de multiples enjeux sur lesquels on pourrait et on aurait avantage à réintroduire le référendum. On va revenir au référendum. Et puisque vous avez abordé le sujet des solutions, des propositions, et notamment à travers ce qu'on a vécu en France ces dernières années, juste qu'on s'arrête sur ce point, et je vais vous montrer un document que tout le monde peut trouver sur le site de l'Assemblée nationale, et qui est la proposition de résolution qui a été adoptée cette semaine à l'unanimité de l'Assemblée nationale, ce qui est une chose relativement rare, et qui avait été déposée par Marie Pochon, la députée écologiste. C'est une proposition de résolution qui vise à rouvrir les cahiers de doléances du grand débat national. Donc vous étiez l'un des 40, Pascal Perrineau. Il y a des milliers de témoignages, de demandes de Françaises et de Français qui dorment dans les administrations parce que les cartons n'ont pas été ouverts. Alors, on a entendu François Bayrou, le Premier ministre, dire qu'il souhaitait qu'on s'en occupe. On comprend que les députés vont dans le même sens. Mais finalement, on se demande, voilà, c'était en 2019, est-ce que ce n'est pas une forme de gâchis et d'occasion manquée d'avoir demandé aux gens de s'exprimer et qu'ils ne se soient pas passés... Alors, je ne vais pas dire grand-chose parce qu'il y a des décisions qui ont été prises, notamment fiscales, mais que cette demande-là ne se soit pas traduite par une expertise, des choses concrètes, et que le gouvernement de l'époque ne s'en soit pas saisi. Qui veut réagir à ça, Charles Girard? Moi, je veux bien, parce que vous me faites plaisir à montrer cette proposition de résolution, parce que je crois qu'elle illustre exactement le problème. Et par ailleurs, elle pointe vers une solution. Moi, je trouve ça assez remarquable que ça ait pu avoir lieu, et qu'en particulier, alors vous voyez, son dépôt date du 18 septembre 2024. Donc c'était même avant que le Premier ministre Bayrou en parle. Et parce qu'il y avait une partie des représentants à l'Assemblée nationale et puis au Sénat aussi, mais enfin des parlementaires, qui avaient quand même repéré que quelque chose avait été oublié ou laissé en déshérence depuis le grand débat national. C'est-à-dire qu'on a fait effectivement un grand raout à la suite du mouvement des Gilets jaunes qui commence en 2018 et qui, à ce moment-là, effraie beaucoup le pouvoir, et en particulier le pouvoir exécutif. Et donc la réponse a été effectivement une espèce de rendre la parole au peuple. C'est aussi ce qu'a dit le président Macron au moment où il décide de dissoudre, après les européennes. Et là, pareil, il a eu ce réflexe, on rend la parole au peuple, et donc on va rééditer une formule des doléances 2.0, moderne. Très bien. Sauf que, une fois la crise des Gilets jaunes un peu apaisée, oubli total. Et donc, ce qui est d'intéressant, je me permets de vous lire le point 2 de la résolution. Regardez la demande. La résolution invite le gouvernement à reconnaître la richesse et la valeur de ce fonds d'archives exceptionnel, un bien commun dont la valorisation est susceptible de recréer de la confiance citoyenne en la politique. Exactement ce dont on parle depuis tout à l'heure, depuis le début de ce débat. Et donc, moi, je vois qu'il y a en tout cas une intelligence qui a été repérée dans le travail, on va dire, à l'invitation d'ailleurs du gouvernement, des citoyens, qui concerne un peu plus de 16 000 communes seulement, sur presque 36 000. Donc il y a quand même beaucoup de communes qui sont restées hors jeu. Et pourtant, il y a eu ce mouvement-là. Il y a des citoyens qui sont allés dans les archives pour essayer de remettre la main sur les doléances et qui essayent de les numériser, de les faire réapparaître. Et de manière complètement spontanée, plus ou moins organisée. Il y a des collectifs
des collectifs de citoyens en ce moment qui, partout en France, cherchent à redonner vie à ces doléances et en tout cas les prendre au sérieux. Et donc, une des autres demandes de la résolution, c'est d'en faire un terrain de recherche. Et donc, est-ce qu'on demande au pouvoir public d'anonymiser les doléances, etc. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans ce mouvement et dans ce geste des doléances qui renvoient à une longue histoire, enfin, à l'histoire de la Révolution française et des États généraux avant, c'est-à-dire même avant la Révolution française, en fait, on voit bien qu'il y a comment dire, comme quelque chose, vous savez, qu'on avait un peu oublié, mais qu'on a toujours su faire dans la manière de dire, tout simplement, ce qu'on a à dire, d'en faire une demande, de faire un diagnostic soi-même, etc. Et ce qu'on a repéré dans le peu des doléances qui ont quand même été exhumées, c'est que, contrairement aux préoccupations dont on parle souvent, c'est pas la question des flux migratoires qui est en premier, c'est même pas le pouvoir d'achat, c'est la question de l'exercice du pouvoir. Donc c'est la question démocratique. Et ça a été une découverte véritablement, enfin, en tout cas, et c'est pour ça que j'ai un certain optimisme et que je m'y tiens, une sorte d'espoir qu'effectivement, en tout cas de certitude pour ce qui me concerne, de conviction, que quand on pose la question aux gens de savoir ce qu'ils aimeraient pour leur pays ou pour améliorer leur sort, leur vie, et pas à titre seulement individuel mais collectif, les gens, ont des idées, et 2, savent les exprimer d'une manière qui colle avec les objectifs, par exemple, d'un texte constitutionnel, voilà. Et je dirais que ces doléances-là, qui sont dans la foulée du mouvement des Gilets jaunes, répondaient aussi, prenaient la suite du réflexe des Gilets jaunes eux-mêmes, qui notamment ont mis sur pied, alors dans une espèce de geste au départ pas très organisé, puis qui a fini par s'organiser, des assemblées citoyennes, notamment les assemblées de Commercy, qui étaient une espèce d'archétype là, de la discussion et de la délibération populaire sur des questions institutionnelles. Ils l'ont fait et ils ont écrit ce qui leur semblait devoir être inscrit dans une constitution. Donc, le geste constituant populaire existe et est facile finalement à réactiver. Mais, Pascal Perrineau, vous disiez la participation, quand on a ce type d'exercice, elle est à l'échelle de la population relativement faible, 1%. Donc quelle valeur on donne in fine à cette démocratie participative? On lui donne quelle place et quelle valeur? Non, en effet, avec 2 millions, on était, nous, très satisfaits, parce que tout le monde au départ nous disait, vous allez voir, vous allez vous planter, à commencer par les Gilets jaunes qui avaient initié eux-mêmes leur type de débat particulier. D'ailleurs, nous les avons rencontrés, on a discuté longuement avec eux, et en fait, ça a été un véritable succès. Alors, vous savez que ce grand débat national, il avait plusieurs vecteurs. Il avait les cahiers de doléances, mais les cahiers de doléances ne sont qu'un des aspects du dispositif. Il y avait bien d'autres aspects du dispositif, en particulier un site sur lequel on pouvait répondre à de multiples questions fermées ou ouvertes. Et là, les données ont été exploitées. Il ne faut pas dire que c'est un échec absolu. Les données ont été exploitées. Le problème, c'est que, je comprends très bien, la résolution se tourne vers l'État, et ils ont raison, mais des tas d'acteurs, depuis 2019, auraient pu s'emparer de ces données. Elles sont en accès. Vous savez que déjà, d'ailleurs, tout a été numérisé et anonymisé. Tout. Par la Bibliothèque nationale qui a travaillé pendant 3 mois, jour et nuit, là-dessus. Donc, c'est en effet quelque chose de dormant qui est là et qui ne demande qu'à être exploité. Mais, en effet, se pose un problème de légitimité. C'est pour ça que je précisais tout à l'heure que c'est une démocratie de minorités actives, de minorités impliquées. Moi, je les ai rencontrés, j'en ai fait, je crois, 125, des RIL, on disait, les réunions d'initiative locale, parce que c'était mon job de le faire. Et en effet, je voyais, c'était des citoyens de gauche, de droite, d'ailleurs, beaucoup de citoyens d'ailleurs qui n'avaient pas
Voilà, il y avait des gilets jaunes, d'ailleurs, assez souvent, avec leurs gilets qui étaient là. On discutait extrêmement longtemps. Alors, la dimension dénonciative était plus importante que la dimension de proposition. C'est normal, parce que ce n'est pas en 3 heures que vous allez à la fois faire un diagnostic, il n'y a qu'à nous qu'on peut demander ça, faire un diagnostic et des propositions en 1h30. Mais pour une assemblée populaire, ça ne se fait pas. Mais en revanche, vous savez, il y a eu à la fin du grand débat des conférences régionales où on mettait les gens pendant 3 jours et on les faisait travailler. Et là, il y a eu des choses mais extrêmement intéressantes, en particulier sur le terrain de la santé publique. Parce que la santé, c'est de l'intergénérationnel. On se préoccupe à la fois de sa propre santé, de la santé de ses parents qui sont en EHPAD et de la santé de ses enfants, et en particulier où sont les maternités dans les zones de la France périphérique. Et l'enjeu de la santé était omniprésent. Donc, il y avait quelque chose de très intéressant, mais il faudrait réfléchir, une fois que ce travail sera fait, à comment articule-t-on la démocratie participative avec la démocratie représentative. Quelle est la tubulure démocratique concrète entre ceux qui, en dernière instance, ont la légitimité pour décider, qui sont nos représentants, sénateurs et députés, et puis les citoyens qui auront, dans des processus de démocratie participative diverses et variés, auront réfléchi à la question. Et ça, vous voyez, on est encore un peu faiblard là-dessus. Ça devrait être, moi, à mon avis, la tâche démocratique la plus importante, j'allais dire, à courte échéance. On a cette même question avec les conventions citoyennes. On a des assemblées de citoyens tirées au sort et qui aboutissent à des solutions qui sont des solutions expertisées, nourries par les connaissances académiques, les connaissances scientifiques qui leur sont données et qui aboutissent à des solutions qui sont partagées, relativement consensuelles, mais qui ne trouvent pas leur débouché politique concret. Gérald Bronner, ça continue de faire partie des solutions, les conventions citoyennes, ou bien est-ce que les référendums ont une force plus directe, sachant les limites qu'on leur connaît, à savoir qu'en général, les gens ont tendance à répondre à celui ou celle qui pose la question plutôt qu'à la question posée. D'abord, il faut bien voir que ce n'est pas du tout une idée neuve, parce que ça a commencé dans les années 60 du XXe siècle, avec des gens comme Benjamin Barber, etc. Il y a Fishkin, les sondages. Je ne vais pas faire l'histoire de tous ces procédures. Donc, ça fait longtemps que la démocratie est taraudée par la question de comment redonner la parole en dehors des respirations électorales au peuple, entre guillemets. Je mets toujours un peuple, des guillemets, parce que je trouve que justement, ce dont je me méfie, moi, c'est le ventriloquisme. C'est-à-dire le peuple étant une marionnette et on va essayer de le faire parler par toutes sortes de procédures en disant « il a dit ceci, il a dit ceci ». Et puis c'est bizarre parce que selon la sensibilité de l'acteur politique, il semblerait que le peuple ne dise pas la même chose. Voilà. Et moi, en tant que sociologue... Le peuple est une fiction, dit même un historien vivant. Oui. Non, mais bon, moi, en tant que sociologue, je me méfie un peu. Ce qui m'intéresse, c'est pour le coup d'avoir une approche analytique de ces questions. En fait, ce sont des procédures de décision. Mais là, dans nos échanges, d'ailleurs, et c'est bien naturel, on a mélangé des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Faire une démocratie participative, c'est pas d'ailleurs délibérative, c'est pas la même chose. Délibération, les gens vont échanger des arguments, ils débattent. Participative, vous votez. Il n'y a pas forcément de débat préalable, même si souvent il y en a eu un. Mais c'est pas la même chose que de voter pour savoir si vous voulez avoir un champ d'éoliennes derrière chez vous. C'est-à-dire si vous êtes impliqué du point de vue de vos intérêts personnels ou si on vous fait débattre collectivement d'un sujet général comme la fin de vie. Parce que les hypothèses politiques ne sont pas du tout les mêmes. Dans un cas, on vous demande, vous êtes impliqué, est-ce que vous êtes prêt à faire un sacrifice pour l'intérêt général, par exemple de la vue, si vous avez des éoliennes ou des craintes que vous pouvez avoir. Des gens pensent qu'ils sont malades quand ils habitent près des champs d'éoliennes, par exemple. Il y a toutes sortes de problèmes d'acceptabilité sociale, rationnellement fondés ou pas rationnellement fondés. Je passe. Mais le recours dans ce cas de figure à la démocratie locale, ça peut être une fragmentation de l'intérêt général. Personne ne voudra chez lui une déchetterie, etc. Pourtant, il faut une déchetterie. Pourtant, il faut un centre de production énergétique, etc. Donc, ça peut abîmer la démocratie, puisque c'est fondé aussi sur l'idée de la défense de l'intérêt général. Mais dans d'autres cas, par exemple, quand on pose une question comme la fin de vie,
on mise sur l'intelligence collective, c'est-à-dire sur un procédé comme au CESE, on va former les gens. Moi, j'ai envoyé un de mes étudiants analyser toute la... Et là, on voit qu'il y a une hypersensibilité à la nature des formateurs. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour le comité citoyen sur le climat. Pas un seul énergéticien, pas un seul membre de l'Académie des sciences. Ça a un impact causal déterminant sur la délibération collective du groupe qui n'est pas compétent au départ. Donc c'est normal, il fait confiance. Donc ça peut donner lieu aussi à toutes sortes de manipulations politiques. C'est pour ça que moi, je pense que ça peut être une ressource. Et quand bien même la délibération se fait bien. Le comité de citoyens, tiré au sort, c'est important. C'est important parce que si vous prenez seulement sur la base du recrutement, vous allez trouver des gens qui sont déjà motivés. Et vous n'avez pas du tout résolu le problème de l'absence de désir démocratique. Et puis en plus, ils vont être tout armés d'une argumentation, etc. Et les autres qui n'ont pas participé, ils vont se sentir dépossédés. Et même s'ils participent, ils n'oseront pas forcément prendre la parole. Selon que vous êtes un homme, une femme, selon votre catégorie sociale, la prise de parole, ce n'est pas du tout la même. Il faut intégrer ça aussi dans la question. Donc déjà, tirage au sort, c'est un minimum. Mais le tirage au sort, m'a dit le président du CESE, parce que j'étais allé faire une conférence là-bas, je lui ai dit, mais vous tirez au sort, et combien de personnes acceptent quand ils ont été tirés au sort ? 10%. Ça veut dire qu'il y a 90% des gens qui disent non. Ça aussi, c'est une variable cachée. Les 10% qui sont particulièrement motivés, alors ils vont être représentatifs du point de vue de la catégorie sociale, de la classe d'âge et tout ça, parce qu'ils font maintenant plutôt bien les choses, mais il y a une variable cachée qui est celle de la motivation. Et à la fin, quand bien même, parce que c'est plutôt bien fait maintenant, je trouve que ça, ils ont beaucoup amélioré leur process, quand bien même vous avez une décision. Ok, alors ce conseil-là, citoyen, il a tendance à penser que ça. Mais le problème, c'est que la plupart tous les autres concitoyens ne se sentiront pas concernés. Ils ne se sentent pas représentés. Donc ça ne résout pas le problème. C'est juste symbolique. Et je me demande à un moment donné si ce n'est pas le politique, par ventriloquisme, qui dit oui, on a fait parler le peuple. Mais je ne suis pas sûr que le reste de mes concitoyens se sentent ni plus ni moins impliqués d'une quelconque façon par les conclusions qu'ont prises ce groupe. Ce que je crois, pour dire quand même une chose un peu positive, ce que je crois surtout, là où je crois à la force de la délibération, et je trouve qu'on n'utilise pas assez ces assemblées pour ça, c'est la créativité. Si vous lisez par exemple les décisions absurdes, le tome 2 des décisions absurdes de Morel, et tous ceux qui ont travaillé sur les délibérations collectives, parce qu'il y a beaucoup de travaux, j'ai moi-même fait un peu d'expérimentation dans ce domaine, on s'aperçoit que là où le groupe est toujours plus fort que le meilleur de ses membres, c'est en termes de créativité, d'invention de quelque chose. Pourquoi ne pas, plutôt dans la décision, où on voit qu'il y a plein de biais possibles, pourquoi ne pas recruter et donc du coup impliquer nos concitoyens pour leur dire voilà, on a un problème et pour vous dire la vérité, on n'arrive pas vraiment à trouver de solution à cette question. Ça fait des années. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Peut-être que vous avez des idées. Sinon, vous allez recruter de la colère, des super spreaders, super diffuseurs d'informations qui sont toujours partout. C'est les gens qui écrivent aux journaux, etc., qui ne sont pas du tout représentatifs de la population. Mais peut-être que vous, en tant que politique, vous serez rassuré en donnant l'impression, très provisoirement, que vous avez donné la parole au peuple. Mais encore une fois, pour moi, c'est du ventriloquisme. C'est pas vraiment du dialogue. Alors je vois que l'heure tourne et on va jouer le jeu de la participation en vous donnant la parole. Il y a un micro qui est disponible dans la salle qui va être signalé. Je ne vois pas encore. Est-ce qu'il y a des questions ? Levez la main, faites-vous... Voilà. C'est Pascal Didier qui a le micro et qui le passe. Merci. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Je voulais poser la question, est-ce que l'on pourrait imaginer un vote ou une consultation obligatoire comme ça se pratique chez nos voisins ? C'est-à-dire obliger les gens... Comme en Belgique. Comme en Belgique, voilà. Oui, il y a eu d'ailleurs plusieurs propositions de loi depuis de nombreuses années pour introduire, venant de la gauche, venant de la droite, pour introduire le vote obligatoire. Nous n'avons aucune tradition en France de vote obligatoire. Le seul vote obligatoire qui existe, c'est pour le corps électoral sénatorial. Les élus locaux, vous savez, qui élisent les sénateurs dans le cadre des départements, sont obligés, sous peine de pénalité financière, d'aller voter. Mais c'est le seul élément. Et vous voyez, ça touche un corps électoral tout de même très particulier. Le gros problème du vote obligatoire, indépendamment de cette absence de tradition, c'est que beaucoup d'électeurs considèrent
que voilà, le droit de vote est un droit qu'ils peuvent exercer et qu'ils peuvent ne pas exercer. Dans l'abstentionnisme qui se développe aujourd'hui, c'est un abstentionnisme, il faut le savoir, politique, de citoyens intéressés par la chose publique, mais qui considèrent véritablement que on vote, mais on vote de manière intermittente. Derrière ce modèle du vote intermittent est en train de se dégager un nouveau rapport à la citoyenneté. On revendique le droit d'être citoyen de manière intermittente. Et ça, dans les jeunes générations, c'est extrêmement fort. Au-delà de 50 ans, ce n'est pas du tout ce schéma de la citoyenneté qui est à l'œuvre. En dessous de 40 ans, c'est un schéma qui devient de plus en plus important. Et là, le vote obligatoire est vraiment extrêmement décalé par rapport à ce rapport à la citoyenneté. D'autre part, si vous voulez, le vote obligatoire, ça n'a d'intérêt que s'il y a une sanction. Et une véritable sanction. Qu'elle soit financière ou qu'elle soit, comme nos amis belges le faisaient, je crois, ou le font peut-être encore, une interdiction, par exemple, si on s'abstient, de pouvoir se présenter à des concours de recrutement dans la fonction publique. Bon, ça, c'est un handicap pour le type qui veut devenir postier, enseignant, etc. Bon, voilà. Mais je crains qu'en ayant regardé certaines propositions de loi, on a des sanctions tellement faibles que c'est terrible, quoi. Instaurer une obligation qui n'est pas sanctionnée, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Donc c'est pour ça que je ne me suis, moi, personnellement, jamais battu pour le vote obligatoire. Charles Girard. Eh bien, moi, si. Mais pas à n'importe quelle condition. C'est-à-dire que le vote obligatoire, à mon avis, n'a d'intérêt que si on prend aussi en compte, on comptabilise les votes blancs et qu'on en tire des conséquences du point de vue justement des seuils de représentation, de représentativité. C'est-à-dire que s'il y avait, parce que voilà, les conséquences, c'est que s'il y a beaucoup de votes blancs, même si vous avez 2 voix, les seules 2 voix qui se soient exprimées, vous êtes très mal élu. Et donc, c'est aussi une opinion politique. C'est aussi, ça a du sens politique que d'avoir beaucoup de votes blancs. Et donc, c'est ce que permettrait, me semble-t-il, un vote obligatoire. Du coup, c'est de pouvoir aussi mesurer le taux ou le niveau de représentativité des élus. Et puis, par rapport à ce que vous disiez qui est très juste, c'est-à-dire que le vote obligatoire, à mon avis aussi, permet de pratiquer l'inclusion aussi. Donc on a aussi réfléchi, enfin j'avais réfléchi à des solutions qui consistaient certes à avoir un vote obligatoire, la comptabilisation du vote blanc et baisser les seuils de majorité électorale pour faire en sorte que non seulement beaucoup de gens votent, par obligation certes, mais que beaucoup de générations votent. Et là aussi, il y a un enjeu, me semble-t-il, à éduquer finalement politiquement aussi la jeunesse, à l'occasion du vote obligatoire à 16 ans. Qui est présente devant nous aussi. Une autre question ? C'est à moi. C'est aussi des femmes. Je me lève. Merci d'abord pour vos propos. Nous sommes partis du constat que notre démocratie était en crise et je pense que c'est difficile de le contester. En même temps, je ne pense pas qu'elle soit en danger. Et derrière cette crise, il y a, enfin moi c'est ce que j'ai retenu, pour beaucoup, un problème dans le lien entre représentants et représentés. Et ce lien, je ne crois pas qu'il soit rompu, mais il ne s'accompagne plus de la confiance nécessaire à la légitimité. Et il y a plein de raisons à ça. Je pense que ça s'explique parce qu'il y a, à mon avis, trois choses. Déjà, les promesses non tenues. Et Pascal Perrineau l'a évoqué sur le chômage, mais enfin, ça dure depuis très longtemps. On a parlé d'impuissance, mais je pense qu'il y a aussi pas mal de cynisme à promettre des choses dont on sait qu'on ne pourra pas les tenir. Et puis ensuite, il y a des aspirations populaires qui ne sont pas prises en compte parce qu'elles sont considérées comme moralement condamnables. Et ça, je pense que ça génère énormément de frustration et de colère aussi. Hein, je pense évidemment au sujet, aux aspirations sécuritaires ou aux inquiétudes par rapport aux flux migratoires.
Et puis ensuite, il y a de vraies trahisons, en tout cas des tromperies, parce qu'on a évoqué, encore une fois, Pascal Perrineau l'a fait, l'affaire du traité constitutionnel de 2005, rejeté par référendum, mais qui est revenu par la voie parlementaire. Mais moi, j'ajouterais, et puis je vous demanderai ce que vous en pensez, une quatrième chose, c'est la montée en puissance de certaines juridictions et d'un certain gouvernement des juges, qui renvoie cette impression d'impuissance de nos parlementaires en particulier, dont les textes sont maintenant de plus en plus souvent invalidés, rejetés par Conseil d'État, Conseil constitutionnel, voire cours européennes. Est-ce que vous ne pensez pas que ça, c'est un facteur majeur par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui? Qui veut répondre? Oui. Alors, merci pour cette question. Je répondrai plutôt à la dernière. Concernant les contrôles juridictionnels et ce que vous avez appelé gouvernement des juges, mais qui dépendent aussi d'un choix des gouvernements, c'est-à-dire des gouvernements, des États, de se lier, par exemple, là je ne parle pas des juridictions internes, mais des juridictions supranationales, donc européennes, voire internationales, c'est-à-dire que cette compétence des juges européens, elle dépend d'un souhait, d'un accord, d'une convention internationale qu'ont signé les États. Donc c'est un choix. Il n'est pas écrit qu'on doive rester sous l'empire de la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Évidemment, c'est compliqué politiquement d'en sortir, mais juridiquement, ce n'est pas impossible. C'est peut-être aussi compliqué philosophiquement. Ah ben, philosophiquement et politiquement, oui. C'est très compliqué même. Mais c'est vrai que ça fait partie d'un consensus qu'on admet et qui peut créer de la difficulté. Mais là aussi, il y a quelque chose d'une responsabilité politique des politiques internes qui doivent dire les choses. Et comme vous le disiez, jouer avec la promesse qu'on sait ne pas pouvoir tenir pour des raisons juridiques, etc., c'est très malhonnête en fait. Et en revanche, si on veut promettre quelque chose dont on sait pertinemment qu'il sera interdit, qu'il sera invalidé sur un plan juridictionnel par un juge, il faut le dire déjà, il faut le reconnaître et il faut parler, quand on fait la promesse politique, des stratégies politiques éventuellement de négociation qui permettraient soit de limiter cette interdiction, soit tout simplement de la refuser sous une forme de retrait. Le Brexit, par exemple, a été un exemple de ça, où on a assumé, ce pays a assumé un choix qu'il a fait et qui le libère, entre guillemets, de cette tutelle juridictionnelle. Bon, ça, c'est un choix. Je ne vous dis pas c'est bien, c'est mal, je dis juste que ça s'explique. En revanche, sur la question des juges internes, là c'est une organisation juridictionnelle qui l'impose, ça s'appelle l'état de droit aussi. Et pour le coup, ça dépend de la confiance. C'est-à-dire que quand on supporte mal cet état de droit, c'est qu'il y a un problème dans ce qu'on a dit depuis le début, c'est-à-dire l'adhésion aussi aux normes elles-mêmes. Ce n'est pas tellement les juges qui soient le problème, c'est le problème de l'adhésion à un ordre juridique, à des normes applicables, obligatoires, auxquelles on est censé se soumettre. Sachant, si je peux me permettre de préciser les choses. Et je dirais, ça a choqué beaucoup récemment les propos de Bruno Retailleau. Mais, si vous voulez, que disait le ministre de l'Intérieur? Il disait, si l'état de droit ne nous convient pas, nous pouvons en changer. La représentation nationale peut, dans une certaine mesure, contribuer à changer un ensemble de règles normatives. Il vote la loi. Donc je sais que ça a fait un tollé, mais enfin l'état de droit, il n'est pas intangible. Par définition, il ne cesse d'évoluer. Donc voilà, il ne faut pas en faire un... Vous voyez, mais qu'il y ait une justice constitutionnelle, une haute justice administrative qui, par rapport à la Constitution, par rapport à ce qu'on appelle également le bloc de constitutionnalité, regarde
la manière dont les lois s'inscrivent dans un dispositif constitutionnel et dans un ensemble de droits, ça a été plutôt un plus pour la société française depuis les années 70. Hein, ça a été un plus. En matière de défense des libertés, non, mais en matière de défense des libertés, de droit d'association, ça a été plutôt un plus. Hein, oui, mais pas parce qu'on avait un jugement, simplement très bref, on avait un jugement extrêmement négatif au départ de la Ve République sur un Conseil constitutionnel qui était considéré comme un appareil complètement à la botte du pouvoir exécutif, ce qu'il était assez largement d'ailleurs, et il y a eu tout de même dans la longue période, quand on regarde ça sur le long terme, une forme d'émancipation relative, bien sûr, étant donné le mode de nomination aussi, on le voit bien en ce moment, une forme d'émancipation de la justice constitutionnelle par rapport au pouvoir exécutif. Allez, on arrive presque au bout du temps, où on touche la fin du temps. Je prends une dernière question, peut-être une femme, parce qu'on n'a eu que des questions d'hommes jusqu'ici, et ce sera la jeunesse. Exactement. Vous avez parlé tout au début de la crise démocratique que subit la France comparée à nos voisins de l'Union européenne. J'aurais donc une question concernant les élections présidentielles à venir de 2027. Êtes-vous tous trois optimistes sur notre démocratie et le résultat des élections de 2027, ou êtes-vous pessimiste? Très rapidement, s'il vous plaît. Merci de votre question. Au nom de nous trois, je pense. Hein, ça dépend de notre sensibilité personnelle. Hein. Alors, ça ne m'engage pas grand-chose. Personnellement, je suis plutôt pessimiste. Je ne sais pas ce que vous entendez, ce que vous comprendrez par là. Oui, vous savez, nous sommes encore à 2 ans de cette affaire, donc soyons prudents. Les mesures actuelles des rapports de force peuvent énormément changer. Il y a des dynamiques propres de campagne. Il y a un profil de l'électeur, on parlait tout à l'heure, qui est un électeur de plus en plus individué, qui obéit de moins en moins aux appareils, qui se détermine de plus en plus par rapport à lui-même et par rapport à ses groupes d'appartenance et ses groupes de proximité. Donc c'est un électeur qui n'est pas facile à saisir. Simplement, pour aller plutôt dans le sens qui vient d'être dit, la tendance générale qui traverse nos démocraties fait qu'une famille de pensée, pour l'instant, est nettement plus favorisée que d'autres, et que les dernières échéances, d'ailleurs européennes, législatives, le montrent. La première force politique en France, c'est, et depuis maintenant de longues années, le Rassemblement national. Donc que le Rassemblement national soit présent dans un second tour d'élection présidentielle, c'est quelque chose de hautement probable. Ensuite, qui sera devant lui? Ça, alors là, est-ce qu'on aura un affrontement des extrêmes? Personnellement, mais là, vous voyez, c'est du jugement, c'est du café du commerce amélioré. Personnellement, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Il y a une érosion redoutable de la gauche en France et une division. Quand un courant de pensée est faible et qu'en plus de ça, il se divise, 2 ans avant une grande échéance, c'est pas fait quant à sa capacité à être présent au second tour. Mais ça n'exclut pas la possibilité d'un candidat de gauche au second tour. Mais je crois plutôt à la possibilité d'un duel qui sera bien sûr avec des personnages peut-être différents de ceux qu'on a connus en 2017 et en 2022, qui sera l'affrontement entre ce qu'on pourrait appeler le national-populisme du Rassemblement national, mais pas forcément représenté par Marine Le Pen, et un courant qui sera un courant centriste ou central, plutôt que centriste, un courant central, et que d'une certaine manière, ça correspond au fond au clivage dont je parlais tout à l'heure, le camp de la société ouverte et de la société de recentrage national. Charlotte Girard, vous avez le mot de la fin. Oh oui, bon. Eh bien, contrairement à ce que j'ai la tonalité de mon propos depuis le début, je ne suis pas très optimiste, mais de la même manière que je ne suis
jamais très optimiste à l'orée d'une présidentielle. Parce que, précisément, une présidentielle sous la Ve République, c'est toujours la promesse de l'élection, pour le moment, d'un homme, et en tout cas d'un individu dans lequel des pouvoirs exorbitants sont conférés, ou auxquels des pouvoirs exorbitants sont confiés. Et donc, cette perspective-là, quelles que soient les probabilités du jeu politique, etc., sont, je trouve, d'un point de vue démocratique, puisqu'on en parle aujourd'hui, redoutables. Voilà. Donc moi, je n'ai pas vraiment de raison d'être optimiste pour cette raison. C'est que je suis, en fait, terrifiée par la dose de pouvoir qu'un chef de l'État détient dès lors qu'il est élu. Et donc cette configuration politique, constitutionnelle, telle qu'elle est, pour moi, est dangereuse pour la démocratie elle-même. Donc c'est pour cette raison que, quelle que soit voilà, la configuration politique, fût-elle favorable à mes préférences personnelles, ça ne me rassure pas. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Et ce qui me permet, en revanche, d'être optimiste, et donc vous voyez, ma défiance, elle ne va pas au fait que les gens s'expriment dans un vote, c'est qu'ils s'expriment pour élire un individu doté de pouvoirs extraordinaires. Donc je serais davantage favorable à un scrutin dans lequel ils auraient l'occasion de se prononcer sur autre chose qu'un individu auquel on donnerait les pouvoirs, quasiment tous les pouvoirs d'État. Voilà. Pour ça, il faudrait changer beaucoup de choses. Merci à tous les trois pour cette table ronde passionnante. On arrive au bout de cette session. Quelques derniers mots pour vous dire que les livres des intervenants, d'ailleurs de tous les intervenants de Politia, sont toujours disponibles sur le stand de librairie qui se trouve à la sortie de la salle, et vous pourrez vous les faire dédicacer, ou bien à la librairie qui est située dans le forum de Puzzle. Un autre dernier mot pour vous rappeler qu'il y a une table ronde politique ici même dimanche à 13h avec François-Xavier Bellamy, Nicolas Meyer-Rossignol et Astrid Panossian, et qui sera animée par Patrick Cohen. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez prolonger la lecture et la réflexion, à vous rendre sur le site fondamental.fr. Les newsletters sont gratuites. Merci à toutes et à tous et bon après-midi. Et je passe le micro à Pascal Didier, organisateur de Politéia. Juste une annonce de service. Il y a une rencontre tout à l'heure, là, dans 20 minutes, avec Jean-Michel Blanquer. Il doit partir impérativement à 17h, donc il va faire ses signatures de ses livres tout de suite à la librairie à droite du théâtre.